Le cœur de mon père s'est arrêté un mercredi à 16h17, à 20h30 ce même soir, sa femme avait déjà changé les serrures de la maison. Elle se tenait dans le couloir quand je suis descendue avec mon sac de voyage, et elle a prononcé la phrase qu'elle devait préparer depuis l'appel de l'hôpital, « Cette maison est à moi maintenant. Prends tes affaires et pars. » J'avais un sac, un ordinateur portable, et les clés d'un immeuble dont elle ignorait totalement l'existence. Bienvenue sur cette chaîne où les discrets ont toujours le dernier mot. Abonnez-vous, vous allez vouloir rester jusqu'au bout. Le mercredi précédant sa mort, j'avais roulé 40 minutes jusque chez mon père, comme chaque semaine. Ma belle-mère, Ghislaine, préparait toujours un rôti le mercredi, et dressait toujours 3 couverts. Le mien n'en faisait jamais partie. Je m'installais par la porte de service, retrouvais mon assiette dans le placard, et mangeais au coin de la table où le set était toujours un peu plus court que les autres. Mon père, amaigri depuis des mois, avait la peau couleur de vieux papier. Ghislaine disait que c'était son appétit. Moi, en consultant discrètement son dossier médical, je savais que c'était son cœur. Ma demi-sœur Océane, 24 ans, vivait encore chez eux, intelligent, selon Ghislaine. Ce soir-là, mon père m'a demandé, « Tu as réglé le dossier de l'immeuble ?» Ghislaine a coupé court, « Douglas, pas à table. J'ai fait la vaisselle, comme toujours. » Sur le comptoir, une lettre d'un cabinet d'avocats adressée à mon père, jamais ouverte, que Ghislaine a fait disparaître dans un tiroir. « Rien d'important, a-t-elle dit. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. » Mon père, incapable de gérer ses émotions, a choisi la seule langue qu'il connaissait, les chiffres. Chaque samedi matin, il me conduisait devant des maisons à vendre et me demandait de deviner leur valeur, m'expliquant surface, quartier, taux d'intérêt. L'argent ne répare pas tout, disait-il, mais il répare beaucoup de choses que les gens prétendent n'avoir rien à voir avec l'argent. Il s'est remarié cette année-là avec Ghislaine, arrivé avec sa fille Océane, 2 ans. Ma chambre a été repeinte en rose et rebaptisée salle de jeu, j'ai déménagé dans la pièce près du garage. Ghislaine n'était pas cruelle comme dans les films, elle était méthodique. Les photos de ma mère ont migré du salon vers le grenier, remplacées par des portraits en studio d'elle, mon père et Océane. Elle contrôlait le budget familial avec une rigueur de comptable, réunion mensuelle à laquelle je n'étais jamais conviée. Sur les cartes de vœux de Noël, mon nom n'apparaissait jamais. L'été de mes 16 ans, mon père m'a emmené dans son bureau et ouvert un dossier à mon nom, 5 000 € placés en bourse depuis 2 ans, déjà à 6 200. Ne le dis pas à Ghislaine, a-t-il dit, pas parce que c'est un secret, mais parce qu'elle s'inquiéterait de tout ce qu'elle ne peut pas contrôler sur son tableur. Il m'a offert une calculatrice de poche fissurée, fais toujours tes propres calculs. Il m'a aussi parlé d'un immeuble commercial dont il détenait des parts, un jour, ce sera à toi. 6 ans plus tard, diplômé en finance, le fonds initial atteignait 62 000 € et l'immeuble était déjà entièrement à mon nom, transféré discrètement dès mes 18 ans. Je suis parti étudier loin, sans scène, sans larmes. Mon père m'appelait chaque dimanche matin avant le réveil de Ghislaine, nous parlions chiffres, jamais sentiments. À chaque visite, ma chambre avait changé de fonction, studio de yoga, puis pièce de loisirs créatifs pour Océane. Aucune photo de moi ne subsistait au rez-de-chaussée. Pendant ce temps, mon père continuait de me transférer des parts de l'immeuble. À 28 ans, j'en possédais la totalité, un quartier entièrement transformé, valeur bien supérieure à toute la rue où se trouvait la maison familiale. À 72 ans, mon père reçoit un diagnostic cardiaque sévère. Ghislaine a commencé à filtrer mes visites, il se repose. Pas de visiteurs. Ma tante Marguerite, la seule à n'avoir jamais été dupée par les rôtis du mercredi, m'a appris que Ghislaine avait fait signer à mon père une procuration bancaire la semaine précédente. 3 semaines plus tard, second AVC. Ghislaine a organisé tout le monde sauf moi. J'ai appris son décès par une infirmière reconnaissant mon nom dans le dossier d'urgence. Il est mort un mercredi. J'ai roulé 3 heures dans le noir. Arrivé à la maison, Ghislaine arrangeait des chrysanthèmes blancs, vêtus de noir, déjà préparés pour ce jour depuis longtemps, semblait-il. Je suis montée dans mon ancienne chambre, désormais studio de yoga, et me suis assise sur le tapis. 5 minutes plus tard, Ghislaine dans l'embrasure, « Tu ne dors pas ici. Cette maison est à moi maintenant. » J'ai pris mon sac et suis partie,
croisant Océane dans l'escalier, silencieuse. À l'enterrement, 3 chaises seulement dans la rangée familiale, toutes occupées par Ghislaine et Océane. Je me suis assise au 3e rang. Ma tante Marguerite est arrivée, a dépassé le premier rang sans un regard, s'est installée près de moi et a chuchoté. Douglas a tout préparé. Fais-moi confiance. Le lendemain, Ghislaine a lancé son inventaire, la maison, estimée à 380 000 €, le compte joint, 140 000. Océane a demandé, et l'immeuble dont il parlait toujours le mercredi? Le visage de Ghislaine s'est figé. Elle a appelé l'avocat en urgence. 5 jours dans un motel miteux plus tard, j'ai appelé mon avocat, maître Delcroix, pour confirmer, l'immeuble commercial, entièrement à mon nom, transféré légalement entre 2008 et 2020, le portefeuille d'investissement, 4,2 millions, 8 propriétés secondaires, 5,8 millions. Total, environ 28 millions d'euros, entièrement hors succession. Ghislaine a retiré 80 000 € du compte joint avec une procuration expirée légalement au décès de mon père, un vol pur et simple, documenté minutieusement par mon avocat. Le jour de la lecture du testament, dans un cabinet poussiéreux au-dessus d'une boulangerie, le notaire a lu « La maison et l'épargne pour Ghislaine, 20 000 € pour Océane ». C'est l'intégralité de la succession, a-t-il précisé, avant d'ajouter que d'autres actifs, transférés de son vivant sur 18 ans, appartenaient déjà entièrement à sa fille, Paige, moi. Mon avocat a détaillé chaque document, chaque transfert notarié. Ghislaine s'est levée, tremblante, c'est mon argent, elle l'a volé. Puis, face aux preuves du retrait frauduleux de 80 000 €, j'en avais besoin pour les funérailles. Les frais réels s'élevaient à 8 200 €. Ma tante Marguerite a pris la parole, calmement, Douglas t'aimait, Ghislaine. Mais il aimait aussi Paige, et il savait que tu ne partagerais jamais volontairement. Alors il s'est assuré qu'elle soit protégée avant que ce jour n'arrive. Je me suis levée, je ne suis pas venue pour prendre quoi que ce soit. Tout ce qui porte mon nom m'appartient depuis des années. Je suis venue pour que la vérité entière soit connue. Je suis partie sans un regard en arrière, laissant la maison à Ghislaine, je n'en avais jamais eu besoin. Aujourd'hui, j'ai fondé mon propre cabinet de conseil, dans un appartement baigné de lumière matinale. Ma tante Marguerite vient dîner chaque mois. Sur mon bureau trône toujours la vieille calculatrice fissurée de mon père. Je l'allume parfois, tape le chiffre 28 millions, et le regarde longuement, sans triomphe, seulement le manque immense d'un homme qui n'aura jamais pu me dire, une dernière fois, bien joué. Il ne m'a pas laissé de l'argent. Il m'a laissé la seule chose que l'argent ne peut acheter, ne jamais avoir besoin de la permission de quiconque pour exister. Et vous, auriez-vous gardé le silence jusqu'au bon moment? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, et partagez cette histoire à qui en a besoin.